La Côte d'Ivoire peut-elle devenir une grande nation sportive d'ici à 15 ans? C'est la question qui nous est posée ce soir. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut rentrer dans le top 10 des grandes nations sportives vers 2030? Alors pour étayer ma démonstration, je vais m'appuyer sur deux sports qui sont dans vos mémoires collectives. Il s'agit du taekwondo et de l'athlétisme. En ce qui concerne l'athlétisme, le rêve a commencé à une année zéro pour moi, c'est l'année 2013. En 2013, il y a un avant, il y a un après. Parce qu'en 2013, Muriel Aouré remporte, non, une médaille d'argent en fait, qu'elle va remporter au championnat du monde d'athlétisme, sur le 100 mètres et sur le 200 mètres. Le rêve va se poursuivre aux Jeux Olympiques parce qu'on attend beaucoup du potentiel des coureurs ivoiriens. Il y a un certain Youssef Ben Meïté qui va rentrer dans le stade olympique. Et c'est un moment très particulier, parce que vous savez, le 100 mètres aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'incroyable. Au 100 mètres, c'est la moitié de la planète qui s'arrête. Il y a ce truc qui est hallucinant, où pendant 10 secondes, la moitié de la planète s'arrête pour regarder les fauves en train de bondir. Et c'est Youssef Ben Meïté qui va entrer le premier dans le stade olympique, bien avant un certain Usain Bolt, et là, rendre très fiers les Ivoiriens. Ensuite, il y a une petite merveille. Cette merveille, elle aura une petite déception, parce qu'elle va arriver 4e au 100 mètres, avec 1 millième de retard sur la 3e. Elle ne sera pas sur le podium. Vous savez ce que ça fait 1 millième sur un 100 mètres? Ça représente un cheveu. C'est la taille d'un cheveu qui lui a manqué pour remporter la médaille de bronze. Cette jeune fille, c'est Marie-Josée Talou. Elle va arriver également 4e sur le 200 mètres, aux Jeux Olympiques de Rio. Elle ne sera pas sur le podium, elle ne remportera pas de médaille. Heureusement, il y a eu cette année 2017, nous avons les championnats du monde qui se sont déroulés à Londres, dans ce stade magique et mythique, où j'ai assisté d'ailleurs à quelques performances en 2012. Et là, Marie-Josée, elle va nous combler. Parce qu'il y a ce 100 mètres, où elle va remporter la médaille d'argent, et elle va réitérer l'exploit d'une certaine Muriel Aouré, c'est-à-dire qu'elle va remporter la médaille d'argent également sur le 200 mètres. Alors on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé pour que les Ivoiriens performent en sprint. Déjà, peut-être parce qu'il y a une école du sprint. Mais j'ai une autre explication. En fait, les Ivoiriens, comme dans d'autres sports, ont performé en sprint parce qu'ils se sont débarrassés d'un complexe d'infériorité. Ce complexe d'infériorité qui faisait que certains Africains avaient un complexe vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis du reste du monde, et ils étaient assez inhibés pour ne pas se livrer complètement et totalement. Vous aurez peut-être du mal à le croire. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de le vérifier avec une grande championne. Elle n'est pas venue avec ses médailles d'argent, mais elle est là avec nous. Je vais demander à Marie-Josée Talou de nous rejoindre. Vous l'avez connue à un moment, et si vous l'avez connue, à quel moment justement vous vous en êtes débarrassé? Oui, je me rappelle que dans mes débuts, c'était quand même difficile. Et que je voyais toutes ces personnes-là qui étaient les Jamaïcaines, les Américaines, qui étaient au sommet. Et moi, je me disais, mais à quel moment j'allais arriver à ce niveau-là? Et je me rappelle qu'en 2015, je disais à mon coach, quand est-ce que j'allais faire la Diamond League pour la première fois? Et il m'a dit, bon, peut-être un jour. Et ça n'a pas duré, je pense, 2 semaines après, mon manager m'a appelé pour me dire, ah, finalement, on t'a pris sur la Diamond League de Paris et tu vas compétir. J'ai dit, aïe, mais sur cette Diamond League-là, quelles sont les différentes personnes qui seront là? Il me dit, Shilian Fraser, Muriel Aouré, Blessing Kogabaré. J'ai dit, tiens, moi, petite comme ça, je vais aller courir avec cette fille-là. Mais franchement, dit, je ne peux pas, j'ai peur. Il dit, aïe, mais tu es une fille comme elle, non? Il dit, oui, mais moi, je n'ai pas encore atteint ce niveau. Et je suis arrivée, je me rappelle que c'est Blessing au cabaret qui, au moins, me disait, tu as le même niveau que ces filles, tu peux quand même faire quelque chose de bien. Et je me rappelle que ce jour-là, il a dit, bon, je regarde la course de Shilian Fraser et je vois qu'elle a un départ canon. Donc, si j'ai un bon départ, je pense que je peux arriver première. Donc, ce jour-là, je me rappelle que j'avais quand même un départ explosif. Et j'étais devant. J'ai couru jusqu'à, j'ai terminé 6e, je pense. Et j'ai fait mon meilleur record, c'était 11,06 €. Je me suis assise comme ça, j'ai dit, ah, bon, c'est-à-dire que si j'ai la volonté, je peux. Hein. Je suis arrivée, j'ai dit à mon coach, bon, c'est bon.
Maintenant, là, je sais que ces filles-là, je peux les battre. Il suffit juste que je m'entraîne vraiment bien et ça va aller. C'est comme ça, à partir de ce moment-là, que vraiment, j'ai plus eu peur d'elles et j'ai commencé à courir avec elles. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que nous avons une génération d'athlètes, une génération aussi de chefs d'entreprise, j'ai pu le voir ce matin avec les différentes conférences auxquelles on a assisté, qui n'ont plus ce sentiment d'infériorité qui prévalait notamment chez nos parents. Parce qu'il est vrai qu'il fut un temps, les Américaines semblaient imbattables. Les Jamaïcaines semblaient imbattables. On perdait déjà quelques millièmes, dixièmes de seconde, rien qu'en voyant ces athlètes rentrer sur la piste. Mais elle a été beaucoup plus loin, Marie-Josée. Parce qu'elle aurait pu faire comme certains ou certaines de ses collègues, s'exiler, quitter le continent africain pour s'entraîner, en se disant que peut-être les meilleurs entraîneurs sont en Europe ou aux États-Unis. Non, elle est restée sur le continent africain. Elle est restée sur le continent africain et elle s'est entraînée, où ça? À Dakar, au centre d'entraînement de Dakar. Pourquoi ce choix? Faut dire qu'au début, je pensais que s'entraîner en Europe donnait les moyens d'arriver au même niveau que les filles. Et quand je revenais en 2013 de la Chine, j'ai eu la possibilité, la chance d'aller à Dakar. C'était une chance parce que c'était pas évident que je sois prise au centre de Dakar. J'étais sur une liste d'attente et Dieu faisant, je suis arrivée à Dakar. Et j'ai eu la possibilité de tomber sur un bon coach, qui est un Ivoirien, et qui m'a prise comme sa fille, et qui a su ce qu'il me manquait. Et je sais qu'à Dakar s'entraînait Amantlé Moncho, qui a été la championne du monde du 400 mètres et qui était entraînée par mon coach. Et je me suis dit, bon, ok, on va tenter une année et on verra. Au fur et à mesure que je m'entraînais, je voyais que j'avançais et que ce que je n'arrivais pas à faire quand j'étais en Chine, je le faisais étant à Dakar. Et je pense que j'ai demandé à mon coach, mais coach, moi je ne comprends pas. On est à Dakar, on arrive à faire ce que les autres qui sont peut-être en Europe font. C'est quoi le secret? Il dit, il n'y a pas vraiment de secret. Déjà, il faut savoir qu'ici en Afrique, on a tout. On a la plage, le soleil, il y a tout au fait. Il y a la bonne nourriture et tout. Et que si tu te rends compte, ceux qui sont en Europe pendant l'hiver, ils cherchent les pays où il fait chaud pour pouvoir s'entraîner parce que ce n'est pas évident pour un sprinter de pouvoir faire sa préparation physique dans le froid. Et je me suis dit, bon, déjà, il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi la volonté de la personne de pouvoir montrer peut-être à ceux qui sont là-bas que, étant ici en Afrique, on peut être comme eux. Et je pense que les Jamaïcains, ils sont vraiment, bon, ils sont aussi en Amérique, mais eux s'entraînent chez eux de façon aussi dure comme nous, les Africains, nous, on s'entraîne. Et ils arrivent à faire ces résultats-là. Et j'ai dit au coach, bon, je pense que moi, après Amantlé Moncho, je serai la seule Africaine qui s'entraîne en Afrique et qui arrive à faire ce que les Américaines, ce que les Jamaïcaines font. Et je pense qu'avec ce que je vais produire comme travail, les filles qui sont derrière, qui pensent que c'est forcément aller s'entraîner en Europe, quand elles verront ça, elles sauront qu'ici, on a pratiquement tout pour pouvoir évoluer, avancer. Okay. Et je sais que ça ne sera pas facile, ça sera dur parce qu'il n'y aura pas vraiment les moyens, il n'y aura pas vraiment les infrastructures. Mais je pense que avec nos petits moyens qu'on a, avec la volonté que j'ai, avec vous aussi, ce que vous savez de ce sport-là, on va se donner les moyens d'avancer et je pense que le résultat lui-même va parler de lui et il fera en sorte que toutes ces personnes-là voudront venir s'entraîner en Afrique. Et je pense que cette année, par mes résultats, ça a payé parce que tout le monde pensait que je m'entraînais au fait aux États-Unis ou en France. Et ils étaient étonnés de savoir que j'étais à Dakar et avec un coach ivoirien qui est africain. Et ils se sont dit, bah, si vous faites ça là, nous aussi on veut venir s'entraîner avec vous. Donc je pense que j'ai quand même, on ne peut pas dire réussi mon pari à 100%, on va dire à 50% parce qu'il y a encore des choses qui vont se faire derrière parce que là maintenant je vais valoriser les trucs de mon pays, je vais m'entraîner ici et amener ces jeunes-là qui sont derrière, qui n'ont pas la possibilité d'avoir cet entraînement-là, de pouvoir exceller comme moi aussi j'ai excellé. Même s'ils n'ont pas de moyens, mais je pense qu'avec la motivation que je vais les apporter, avec ce que mon coach fera et les autres, je pense qu'ils auront cette envie-là d'aller titiller déjà ceux qui sont là-bas. On a commencé avec Cissé Guachi que vous connaissez, qui s'entraîne avec nous, et ça paye. Et il y en a beaucoup encore qui viennent derrière, et j'espère que d'autres pays africains vont suivre ce pas, et vous verrez que nous aurons des perles, en tout cas en Afrique. Je vais vous raconter une petite histoire qui est directement liée
à ce qu'a vécu Marie-Josée cet été. C'était notamment lors de la finale du 200 mètres, qui a été remportée par la néerlandaise Keepers. J'étais avec un animateur vedette de chez vous, Yves de Mbella, ici à Abidjan. On dînait dans un bon restaurant de Abidjan pour assister à sa course. Elle est arrivée deuxième avec Keepers, la néerlandaise, qui dansait tout autour du stade pour fêter sa victoire. Et on était malheureux pour elle. Et Yves de Mbella, qu'est-ce qu'il a fait? Et je vous le garantis, il a pleuré. Il a pleuré de tristesse parce qu'elle n'avait pas remporté la médaille d'or. Alors maintenant, je vais demander à Marie-Josée, eh bien à Tokyo, de remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques, s'il te plaît, en restant en Afrique, avec un entraîneur ivoirien. Et là, je vais bien accompagner Yves de Mbella et pleurer avec lui. Est-ce que c'est possible? Ça sera possible avec le soutien de tout le monde, les prières et puis bon, les encouragements de mon coach, je pense que ça sera possible. Si tu avais un message à donner à tous les jeunes Ivoiriens qui nous écoutent, parce qu'on a parlé de ce sentiment d'infériorité, il faut le balayer. Tu ne crains pas les Américaines et les Jamaïcaines. Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie justement pour que ce sentiment disparaisse? Il faut que déjà ils commencent à avoir confiance en eux-mêmes parce que moi je sais que c'est parce qu'au début j'avais pas confiance, je ne pensais pas que je pouvais arriver au même niveau que ces filles-là. Donc déjà commencer à avoir confiance en eux, persévérer surtout parce qu'arrivé un moment je pense que ça sera dur. Moi il y a des moments où je me suis enfermée dans la chambre, j'ai pleuré parce que je me suis dit que franchement j'avance mais je ne vois pas le résultat au fait. Donc après c'est surtout persévérer, croire en ses rêves et puis se donner les moyens de les réaliser. Moi, je n'ai pas eu tous les moyens nécessaires pour pouvoir avoir ces 2 médailles d'argent-là. Je n'ai pas eu les moyens, je sais comment j'ai galéré avec le coach, mais je ne me suis pas dit que, bon voilà, comme je n'ai pas les moyens, j'abandonne, je vais chercher quelque chose de facile pour faire. Non. J'avais foi en ce que je faisais. J'avais confiance que j'avais la capacité, les moyens d'arriver à cela. Donc, j'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses. Et je me suis donné les moyens d'y arriver. Donc, la facilité ne prime à rien, c'est-à-dire ça ne va rien apporter. Au contraire, devant, ça serait encore... Ça ne sera pas meilleur en tout cas. Mais si, déjà, quand on commence, comme on dit, c'est au bout de l'effort que se trouve le réconfort. Donc, on se donne les moyens d'arriver, on se donne les moyens d'avancer. Et je pense qu'il n'y a pas moyen que si tu te donnes vraiment assez à ce que tu sais pouvoir le faire, il n'y a pas moyen que tu ne puisses pas y arriver au fait. Donc, se donner les moyens, les capacités. Ensuite aussi, beaucoup prier Dieu parce que je pense qu'il y a ça, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu te donnes à 60-70%, Dieu va faire le reste. Donc, ça viendra. Double championne, vice-championne du monde de sprint. L'athlétisme et également le taekwondo. Le taekwondo qui est très important pour vous, la Côte d'Ivoire, avec notamment Cheikh Cissé et Ruth Babi qui ont remporté respectivement la médaille d'or et la médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Et en fait, la réussite de ces athlètes nous a démontré la montée en puissance des sportifs ivoiriens dans ce sport originaire de Corée. Mais il faut élargir, en fait, cette réussite à l'Afrique noire et à l'Afrique de l'Ouest. Et même à l'Afrique centrale, puisque un certain Issoufou Alphaga a remporté en taekwondo la médaille d'argent dans la catégorie des lourds. Et si on revient à Londres en 2012, un certain Anthony Obama en 2012 avait gagné une médaille d'argent également dans la catégorie des lourds. Alors, il y a des performances, et ces performances, on peut les attribuer notamment à l'engouement pour les sports de combat auprès d'un grand public, mis à part l'escrime. L'escrime qui est un peu à part en Afrique, en raison du coût et également de la complexité de son installation, la complexité de la technicité. Alors en taekwondo, quand en 2012, la Fédération internationale a décidé d'imposer un matériel électronique pour la pratique de ce sport, on aurait pu penser que les athlètes africains allaient être diminués, allaient être empêchés. Il n'en a strictement rien été, bien au contraire. Des équipes nationales qui s'entraînaient ici ont pu performer. Je parle du Niger, je parle du Gabon et je parle également de la Côte d'Ivoire. Alors comment expliquer ce résultat? Ça, on le doit notamment à 4 facteurs très importants. Le premier facteur, c'est la Fédération internationale, qu'il faut remercier, parce qu'elle a décidé d'organiser sur le continent africain des compétitions de premier plan, des compétitions mondiales de tout premier plan. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, sur le continent africain, un championnat du monde de cyclisme? Non. Un championnat du monde de volley? Non.
Une Coupe du Monde de hand? Non. En revanche, on a eu ici à Abidjan en 2013 une Coupe du Monde de taekwondo par équipe. 2014, c'est une Coupe du Monde francophone à Dakar. Et il y a les Open. Les Open, ce sont ces grands tournois de référence. 2 ont été organisés à Luxor en Égypte en 2015-2016, qui a permis aux athlètes d'Afrique noire de pouvoir se rendre dans ces tournois de référence. Ensuite, il y a quelque chose d'extraordinaire, et là on doit remercier la fédération continentale, la Confédération africaine de taekwondo, qui a fait quelque chose de vraiment très chouette. Elle a décidé d'appliquer un principe de solidarité. Je vous parle, moi, d'un appareillage électronique utilisé aux Jeux Olympiques, qui coûte très cher. Eh bien, elle l'a distribué à chaque région, à chaque pays, pour qu'ils puissent compétir comme aux Jeux Olympiques que dans les championnats du monde, ce qui fait que les athlètes ont tout de suite été au niveau des meilleurs. Après, il y a la fédération et également les gouvernements qui ont décidé d'installer une politique de haut niveau pérenne. Et enfin, il y a la structuration de l'encadrement qui était d'un niveau professionnel, ce qui a permis, par exemple, à certains athlètes comme Cheikh Cissé ou le Gabonais Obam, pour les Jeux Olympiques de 2016, quant à eux, de pouvoir se qualifier directement pour l'Olympiade sans passer par les qualifications au nez et à la barbe des pays occidentaux. Et je vous parle de quoi là? Je vous parle tout simplement de la faculté que des Africains se sont donnée en grandissant chez eux, en se formant chez eux et en considérant qu'ils avaient tous les atouts ici pour devenir les meilleurs au monde. Et je pense raisonnablement qu'avec le potentiel de la Côte d'Ivoire, ce pays peut devenir un grand pays de sport. Il faudrait rajouter quelque chose d'extrêmement important. Et là, je m'adresse aux acteurs publics de ce pays. Il faut absolument garantir la paix, qu'il y ait la paix et une certaine tranquillité pour que les sportifs puissent s'exprimer et que vous puissiez remporter des médailles.